Devo dire che io torno con grandissimo piacere e anche una certa emozione dopo tanto tempo ad incontrare gli amici che si sono occupati e si occupano di Potentia. Lo scavo di Potentia ha rappresentato sicuramente il momento più coinvolgente, più soddisfacente, più emozionante di tutta la mia attività di archeologa. E per questo ringrazio l'Archeoclub di Porto Recanati, il Comune di Porto Recanati che mi hanno invitato a partecipare alle manifestazioni che hanno organizzato per celebrare un importante anniversario di quello che è il gioiello del loro patrimonio culturale. Mi fa un immenso piacere vedere la presenza di tutte le istituzioni interessate, perché questo è un segnale importantissimo della volontà di continuare nel progetto, nel programma di ricerca e di studio di questo che è uno dei siti sicuramente più importanti delle Marche. La scelta dell'argomento di questa conversazione non è casuale. Da tempo si parlava con l'amico Patrick Monsier dell'opportunità di pubblicare i frammenti di bolli, di anfora con timbri greci e latini che sono stati trovati nel corso degli scavi, ovviamente degli scavi venne diretti dal 1982 al 2006, e questa ci è sembrata l'occasione giusta. Intanto per, come dire, dare il via a un programma di studio dei materiali degli scavi, dei contesti degli scavi che diventa ogni giorno più indispensabile e improrogabile, e lo vedremo anche nel corso di questa conversazione. Se lo scavo è stato uno dei momenti più soddisfacenti della mia attività, il fatto di non essere riuscita a portare avanti lo studio dei materiali invece è uno dei miei più grandi rammarichi, devo dire la verità sotto questo profilo. Ha pesato nella scelta dell'argomento ovviamente anche l'interesse intrinseco dei reperti che questa sera si presentano. Infatti, soprattutto i frammenti, i bolli delle anfore egee, se da un lato confermano, se la presenza delle anfore egee da un lato conferma quello che alcuni esemplari di scultura rinvenuti nel corso degli scavi avevano già lasciato intuire, gli esemplari di scultura sono conservati qui al Castello Svevo, nei piani superiori, e cioè di un inserimento anche precoce della colonia, di questa colonia adriatica nel sistema dei traffici mediterranei. La presenza di questi bolli, dicevo, ne sicuramente conferma queste intuizioni e ne arricchisce le testimonianze e dà la prova della continuità di questi rapporti e della vivacità di questi rapporti. D'altra parte poi sempre la presenza di queste anfore egee correlate invece con le anfore medio adriatiche, con le anfore di produzione locale, ci aiutano nello studio, nella classificazione di queste manifatture, delle quali gli amici di Ghent hanno individuato i centri di produzione nell'ambito del territorio appunto di pertinenza della colonia. Da ultimo, correlate ai contesti di rinvenimento, la presenza delle anfore egee ci dà delle importantissime informazioni sulla cronologia delle varie fasi della città romana, soprattutto delle fasi repubblicane della città romana, che abbiamo ricostruito sulla base delle evidenze stratigrafiche. Si tratta di un gruppo al momento limitato, di 22-23 frammenti, ma io sono sicura che nel momento in cui si intraprenderà lo studio dei contesti archeologici molti altri ne scaveremo nei magazzini, insomma se ne troveranno molti altri, che ci rivelano delle concentrazioni anche abbastanza interessanti in 3 aree precise dell'area indagata, nel settore nord, nel settore orientale e all'interno dell'area scoperta. Per area scoperta noi intendiamo praticamente l'area nella quale oggi sono visibili i resti del Tempio, che ha ospitato poi a partire dal secondo secolo il santuario repubblicano.
Io direi che è opportuno che, prima che io vada avanti, che Patrick Ponzier presenti i singoli frammenti, ce li illustri, dopodiché vorrei molto brevemente darvi l'illustrazione dei contesti di rinvenimento e approfittare di questo per dare qualche piccola notizia di scavo in più, fare il punto sulla situazione, su quello che conosciamo già di Potentia, ma dare anche qualche notizia in più sulla quale magari non c'è stata opportunità in passato di discutere e di parlare. E quindi penserei che Patrick può cominciare a presentare i frammenti con bollo, i frammenti acei con bollo. Buonasera, il mio italiano non è veramente bene, piuttosto brutto, barbarico, e parlerò in francese, mais je vais parler lentement afin que vous puissiez comprendre ce que je vais essayer de vous montrer, de vous expliquer. Je m'en excuse. Alors Edwige vous a déjà donné le plan de ce qu'on va présenter. Moi je vais présenter le matériel, c'est-à-dire donc les amphores romaines et les amphores grecques, les amphores romaines, dont il y a quand même pas mal d'exemplaires qui sont produits ici, même dans la vallée de la Potenza, comme vous verrez. Ce que je propose, c'est qu'on fasse d'abord un aperçu de cette époque précoce, donc républicaine, le IIe siècle avant Jésus-Christ, où il y a cette production d'amphores à vin dans la vallée de la Potenza et en fait sur toute la côte adriatique. Et c'est du vin qui est surtout exporté vers la Dalmatie, le nord de l'Italie. Il y a de nouvelles colonies aussi qui vont être installées, et bien sûr vers l'Orient grec. D'un autre côté, il y a aussi des amphores grecs de l'île de Rhodes qui entrent l'Adriatique et qui importent du vin grec, bien sûr. Et nous allons nous concentrer alors surtout sur les bolis, les estampilles ou les timbres qui se trouvent aussi bien sur les amphores romaines qui sont produites dans l'Adriatique et dans la vallée de la Potenza même, et bien sûr les timbres grecs, rhodiennes, qui sont en fait d'une importance capitale parce qu'elles sont très bien datées. On connaît donc très bien les dates de ces estampilles, de ces timbres sur les amphores rhodiennes. Je vais vous expliquer pourquoi, comment on a en fait décelé cette chronologie à partir de ces timbres et qui sont évidemment donc aussi importants pour la datation des niveaux précoces de Potentia, donc les niveaux que Edwige d'ailleurs va présenter après et faire la relation donc avec les trouvailles des timbres. Venons-en maintenant à Potentia et faisons le point sur les amphores qui ont été trouvés. Alors ici, attends, je vais voir comment ça marche. Pointeur. Voilà. Ok, la vallée de la Potenza, que vous voyez ici, le Monte Conero, la Potenza bien sûr, et puis ici vous avez une autre vue aérienne qui a été prise par mon collègue, Vermeulen, qui est d'ailleurs le directeur de notre projet depuis plusieurs années. Alors, la ville de Potentia, vous reconnaissez ici Porto Recanati, puis l'ancienne ville de Potentia qui se trouve ici, avec l'ancienne nécropole nord. On va prendre une autre vue et attendez.
Voilà, ça vous situera mieux la ville avec la fouille que Edwige Percossi a effectuée ici et une fouille que nous avons avec notre équipe effectuée de ce côté-ci, c'est-à-dire donc de la porte ouest, où on a aussi retrouvé le mur républicain qui a été installé autour des années 174, commencé par les textes anciens. Ici, vous voyez une reconstitution qui a été faite à base de toutes les données qu'on a sur Potentia, question de vous donner une idée de ce que la ville a pu être. Une des méthodes qu'on a employées pour mieux connaître les structures de la ville, il n'y a pas seulement les fouilles, mais il y a aussi les surveys ou les prospections, les recognitions magnétiques, par exemple, la photographie aérienne, bien sûr, qui nous donne aussi une idée de la structure de la ville. On en reviendra à la ville parce que là, déjà, il y a un atelier d'amphores qu'on a pu détecter. Mais passons d'abord aux amphores. De quels amphores s'agit-il? Eh bien, je vous ai dit, il y a les amphores romaines qui sont produites dans l'Adriatique, d'ailleurs sur toute la côte, surtout dans la zone centrale, comme vous pouvez le constater sur la carte ici, et plus particulièrement donc, dans la vallée de la Potenza, où on a découvert plusieurs ateliers d'amphores. Alors, tous les points que vous voyez là, ce sont des ateliers dont on est sûr, qu'on a donc retrouvés soit par chance, soit par des fouilles. Et vous voyez aussi qu'il y a différents types d'amphores qui ont été produites durant, disons, 200 à 250 ans, c'est-à-dire à partir du début du deuxième siècle, des années 200 si vous voulez, jusqu'à l'époque impériale, donc probablement vers 50 après Jésus-Christ, comme ça, là on n'est pas certain. Mais évidemment, ce n'est pas la situation réelle, il y en a beaucoup plus des ateliers, mais on ne les connaît pas. Elles n'ont pas été découvertes ou elles ont été détruites par des installations modernes sur la côte. Ici, vous voyez tout un choix de types d'amphores et vous voyez qu'elles ne sont pas toutes les mêmes. Il y a vraiment des différences. En effet, quand on regarde bien, on voit par exemple un des types les plus anciens qu'on a découvert à Ancône, c'est ce qu'on appelle le type gréco-italique. Et vous reconnaissez ici aussi les noms de tous ces amphores. Je vais encore les répéter. Donc, le type le plus ancien, et puis un deuxième type, c'est la Lambolia 2. C'est surtout ces deux types qui nous intéressent. Et puis, il y a des formes tardives de l'époque impériale qui comme ceci, ou bien du type, comme on dit, Dressel de 20. Et il y a des productions aussi d'amphores pour l'huile d'olive, comme les types que vous pouvez voir ici, et le type le plus ancien qui est produit à Brande, à Brindisi, mais on ne va pas s'en occuper, on va seulement parler du vin. Alors, voilà les types d'amphores. Bon, il ne faut pas vous en faire pour tous ces noms, c'est simplement pour vous donner une idée qu'on donne un nom à ces types. Et donc la gréco-italique, c'est la plus ancienne, la Lambolia 2, c'est en fait le type qui suit. Et ce sont surtout ces deux amphores-là qui sont produites au IIe siècle avant Jésus-Christ et encore la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. La chronologie donc se trouve, comme je vous ai dit, entre 200 avant Jésus-Christ jusqu'à, disons, vers 50 après Jésus-Christ, donc une production de 250 ans. Alors, dans la vallée de la Potenza même, on a retrouvé avec les surveys, mais aussi des fouilles et des trouvailles par chance, on a pu détecter au moins 6 ateliers d'amphores dont on est certain, au moins 6. Et probablement on en connaît déjà 8, mais il y a 2 autres sites dont on n'est pas certain si elles ont vraiment produit ces amphores. Alors évidemment, nous n'allons pas regarder tous ces sites, nous allons nous concentrer sur le site de Colleburchio, que vous connaissez tous, c'est tout près ici de la ville,
et le site d'Acquabona ou Casa Valentini à Potenza Picena. On va s'y concentrer parce que là, il y a les productions les plus anciennes, les gréco-italiques et les Lambolia II, donc surtout 2e siècle, début 1er siècle. Enfin, ceci pour vous donner une idée. Voilà les types qui nous concernent, les gréco-italiques qui sont un peu plus élégantes, qui sont plus sveltes, et puis les Lambolia II qui sont un peu plus cossues, plus fortes. C'est un nouveau type qu'on a, qu'on a inventé parce qu'on a constaté qu'il fallait faire plus forte pour les transports par bateau pour donc les transporter vers la Dalmatie ou la Grèce. Vous voyez aussi l'atelier d'Acquabona Potenza Picena qui a produit les derniers types de gréco-italique autour de 100 avant Jésus-Christ, et puis des exemples plus anciennes, on va encore les rencontrer, qui sont produites au Colle Burchio et qu'on retrouve aussi dans les épaves, dans les anciens bateaux irriviti, où on a donc des amphores qui ont été transportés. Alors passons au premier atelier. Quand vous regardez Potentia, ici, il y a un atelier qu'on a découvert près de la nécropole nord, qui a encore été fini par Madame Mercando, et puis le Colle Burchio, qui se trouve donc pas loin de Potentia, et où on est certain qu'il y a eu une production d'amphores gréco-italiques de la première moitié du 2e siècle. Alors tout ce que vous voyez de ce qui est encerclé, c'est des amphores, des ateliers d'amphores. Donc vous en voyez 5 ici sur la carte. Il y a encore une 6e qui se trouve tout près de Porto Potenza Picena. Alors nous allons nous concentrer, ici il y a bien sûr la ville de Potenza, nous allons nous concentrer donc sur le Colle Burchio, c'est le site 105, et bien sûr le site 111, c'est-à-dire donc Potenza Picena. Voilà, le Colle Burchio, ça se présente comme ça. C'est Franck qui l'a découvert avec la photographie aérienne, et vous voyez qu'il y a toutes sortes de structures, ce qu'on a pu constater aussi sur le sol. Et on a ramassé des masses de morceaux d'amphores, surtout des pieds et des lèvres, d'amphores à vin qui datent donc de la première moitié du 2e siècle. Donc un site d'ailleurs très très pur, il n'y a presque rien d'autre. Là, on peut en être certain aussi, parce que les morceaux sont surcuits. Il y a beaucoup de scarti, si vous voulez, donc des amphores manqués qu'on n'a donc pas pu récupérer, bien sûr. Voilà, donc ça vous donne une idée comment on a procédé avec les étudiants, avec, je dirais, avec pas mal de gens pour ramasser donc tous les morceaux d'amphores qui se présentent donc de cette manière, les photographies et puis les dessins qu'on fait pour avoir une meilleure idée des types. On a aussi laissé faire une prospection magnétique du site, et grâce à cette prospection, on a pu détecter, on a eu des signaux d'un four qui se trouve ici. Donc là où on a vraiment produit les amphores, et on a repéré des bâtiments dont on ne connaît pas la fonction, plus au sud des fours. On a pu constater d'ailleurs qu'il y a 2 autres fours ici, on a constaté ça il y a 2 ans, je crois en faisant un trottoir, je crois près de la rue, donc la commune qui a fait des travaux là. On a pu constater qu'il y a encore 2 autres fours là, ce qui veut dire donc que les fours se trouvaient un peu plus haut du site qu'on a pu prospecter, parce qu'ici c'est difficile d'atteindre parce que c'est des maisons et des jardins privés. Alors le type d'amphore, c'est celui que vous voyez ici. Ici, vous le voyez au complet, et c'est un exemple qui a été trouvé dans la nécropole d'Ancône. Dans la via Goito, on a trouvé une grande nécropole, la première moitié du 2e siècle, avec des amphores gréco-italiques qui sont produites ici dans la région, comme par exemple à Colle Burchio, mais il y a beaucoup d'autres sites certainement, et on y a trouvé aussi des amphores grecques. Avec des timbres, des amphores rhodiennes,
qui nous donne justement la date. C'est pour ça qu'on est vraiment certain que ce type d'amphore, les morceaux qu'on a ramassés sur le Colle-Burchio, que ça date de la première moitié du deuxième siècle. Un deuxième site, c'est à Potenza Picena, c'est le site de l'ancienne ferme de Casa Valentini, ou le site qu'on appelle aussi parfois Colle-Burchio, et qui en fait a été malheureusement saccagé pour une grande partie par des travaux d'extraction de pierraille dans les années 70. Mais il y a un petit morceau qui est resté de l'atelier et qui se trouve ici. Il y a encore une partie qui se trouve autour de la ferme et sous la ferme même aussi. Encore plus lent, plus lentement encore. Ok, je vais faire de mon mieux, je m'excuse. Parce que, ok, mais il faut me le dire. Ok. Voilà, vous avez ici une vue de nos fouilles. On a pu faire ça va comme ça? On a pu faire une fouille de sauvetage et on a pu repérer donc des murs de bâtiments de l'atelier. Et on y a retrouvé aussi donc, des morceaux d'amphores de type gréco-italique, mais d'une phase un peu plus tardive, c'est-à-dire donc la fin du IIe siècle, mais encore toujours du même type. Après, il y a les Lambrouillas II qui sont produites, donc les amphores plus fortes si vous voulez, et c'est ce que vous voyez ici, les morceaux qu'on a donc pu récupérer. Voilà comment ça se représente, les restes d'un four. Vous voyez en fait seulement une toute petite partie, c'est donc une chambre de chauffe que vous voyez là, où tous les amphores étaient installés dedans pour les cuire. D'accord? Et ce que vous voyez ici en fait, ce sont des ratés, ce sont des scarti, c'est-à-dire des amphores qui ont coulé. À cause de la température qui est tellement haute, ça a coulé comme du verre jusqu'à ce tas, ce moignon qui n'est plus reconnaissable, on ne voit plus les amphores, et pourtant ce sont des restes d'amphores que vous voyez. Ça c'est le sol du four qui est tout à fait rouge, à cause de la température, donc pour faire cuire les amphores. Et parmi les restes qu'on a dégagés, on voit aussi tous des morceaux d'amphores qui ont éclaté et qui sont restés dans le four. Si vous regardez bien, il y a des opercules ici, tant pis, donc pour fermer les amphores, et qui étaient aussi cuites dans le four même. Voilà, ça vous donne une idée des différentes phases chronologiques qu'on a pu constater dans cet atelier et qui va donc vers la fin du IIe siècle jusqu'à l'époque impériale, le 1er siècle après Jésus-Christ. Vous remarquez aussi qu'on a quelques estampilles. On a trouvé quelques estampilles, Bolli. Je vais les présenter ici. Passons aux estampilles maintenant, les timbres, les Bolli. Et on a trouvé 2 timbres d'un certain Onesimus. Et comme vous pouvez voir sur les exemples de Milan, qui ont été trouvés à Milano, ce sont des autres noms, mais c'est le même type d'amphore. Vous voyez que ces estampilles se trouvent sur les 2 côtés de l'anse, et c'est probablement aussi le cas avec les estampilles de Potenza Picena, donc de l'atelier d'Aqua Bruna. Malheureusement, on n'a pas pu les connecter avec plusieurs morceaux de la même amphore. Il y a seulement les estampilles d'Onesimus. On ne connaît pas de parallèle. C'est seulement là qu'on a ces noms d'Onesimus. Probablement qu'Onesimus est un esclave qui était responsable de l'atelier, donc pour faire les amphores et pour les cuire. Vous avez aussi remarqué que c'est d'ailleurs un nom grec, ce qui nous étonne évidemment pas pour cette région de l'Adriatique. Alors ici, vous voyez encore une pointe d'amphore qui a été trouvée dans une ancienne fouille de Mercando, de Liliana Mercando, sur le même site.
Et vous voyez qu'on l'a employé en fait pour y tailler des lettres, pour faire des estampilles, des timbres qui ont dû se trouver donc de cette manière sur les amphores. Seulement, on voit que c'est une abréviation d'un nom, par exemple Lucus Laecanus ou quelque chose comme ça, qui était probablement responsable le possesseur de l'atelier et dont on ne connaît pas de parallèle non plus. Venons-en aux timbres maintenant qui ont été découverts à Potentia, que Edwige Percossi a fouillé, et on va en présenter 15 comme vous voyez, et vous voyez qu'il y a 9 ou plutôt 10 anses d'amphores rhodiennes, grecques, on va y passer tantôt, une amphore qui vient aussi de la Grèce, mais sur la côte de la Turquie, c'est la ville de Cnide, et puis il y a encore 4 autres timbres qui sont d'amphores gréco-italiques et Lambolia 2, donc qui datent du 2e siècle avant Jésus-Christ, début 1er siècle avant Jésus-Christ. Ce sont ces timbres dont Edwige va discuter le contexte, comment on les a trouvés et pourquoi ils sont tellement importants pour dater les contextes de Potentia, donc les contextes précoces. Commençons ou prenons d'abord les timbres latins. Ce sont les timbres latins qu'Edwige a donc découverts durant ses fouilles et vous voyez 4 noms. Le plus ancien, c'est MH, qui date donc plutôt de la première moitié du 2e siècle, et puis il y en a 3 qui sont plus tardifs, qui appartiennent déjà à des amphores Lambolia 2, avec une abréviation d'un nom, ou bien des noms d'esclaves, vous voyez ici comme Kerdo ou Dacio, dont on connaît des parallèles. Et là, ça devient évidemment intéressant. S'il y a des parallèles, on peut comparer à d'autres sites qui peuvent nous donner aussi des dates, une datation, une chronologie. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Quels repères chronologiques a-t-on? Eh bien, je vais les présenter. Il y a une épave près de Marseille, l'épave du Grand Comblouet, qui nous donne une date de 193 avant Jésus-Christ, grâce à un timbre rhodien. Il y a la fondation de Potentia, dont on connaît la date, 184 avant Jésus-Christ, grâce à des textes anciens, ou à un texte ancien de Livre, l'historien bien connu. Et puis, il y a la construction de l'enceinte de Potentia, autour des années 175-174, une date qu'on connaît aussi par Tite-Live, parce qu'il dit que 10 ans après la fondation, le mur de Potentia a été installé. Il y a la nécropole d'Ancône, dont on connaît la date, c'est la Via Boito, et dont on connaît la date grâce au timbre rhodien. Et puis il y a des dates de destruction de Carthage et de Corinthe par les Romains, donc une ville punique et une ville grecque. Et puis évidemment, il y a la ville fameuse, ville commerciale de Délos, en Grèce, aux Cyclades, dont on connaît bien la datation de l'installation des commerçants italiens de l'Adriatique, surtout, qui doit être situé entre 120 et, disons, 70 avant Jésus-Christ, et finalement la destruction d'Athènes par le dictateur Sulla en 86. L'île de Délos, je ne sais pas si vous connaissez, probablement que oui, c'est quand même un très beau site avec des maisons et des installations bien conservées et où on trouve vraiment des milliers d'amphores. C'est incroyable combien d'amphores on trouve là, et ce sont surtout des amphores adriatiques. Donc des Lambolia 2, surtout, moi, des plus anciennes, il y a des amphores de la côte pyrénéenne aussi, mais c'est surtout les Lambolia 2, disons à 80-90%. Et à part ça, on retrouve des amphores grecs aussi, donc les Lambolia 2, vous pouvez les voir ici. On les trouve vraiment partout dans les maisons, dans les magasins. On voit que Délos était une plaque tournante
commercial pour le commerce en Orient, c'est-à-dire en Grèce, en Asie mineure c'est la Turquie, et bien sûr aussi vers l'Égypte, où il y a la grande ville d'Alexandrie qui était un grand centre commercial aussi. Donc l'île était connue pour l'installation de commerçants italiens qui avaient là aussi leur maison, et pas seulement les Italiens, bien sûr, il y avait des commerçants de partout, du Levant, de la Grèce même aussi. Bien sûr, donc un très beau site d'ailleurs, assez bien conservé et qui mérite d'être visité. Et c'est là, bien sûr, qu'on retrouve toutes sortes d'amphores aussi, un centre commercial pareil, il faut bien, il y a une amphore de Cnidos, avec des estampilles aussi, dont Edwige en a trouvé une, et puis les lambeaux, il y a deux, que vous voyez là, juste à côté. Alors, Délos, il y a quand même... Ancône a quand même quelque chose avec Délos, dans ce sens, et pas seulement Ancône, toute la côte adriatique, il y a eu des contacts quand même très intenses, et on le sait entre autres par de très belles stèles funéraires qui ont été découvertes à Ancône même, et qui ressemblent au type qu'on trouve à Délos même aussi. Donc, à Délos, il y a les mêmes dalles funéraires comme on les retrouve à Ancône, ce qui veut dire qu'il y a quand même et Ancône est quand même une exception là-dedans avec ces stèles, qui a dû y avoir quand même une connexion très importante. Alors ici, vous voyez une amphore rhodienne qui a été découverte dans la nécropole de la Via Goeto, et une estampille qui a été trouvée dans les fouilles de Lungomare Vanditelli, c'est-à-dire donc du port de Rhodes, et que M. Paci d'ailleurs est en train de publier. Alors, vous voyez qu'il y a deux estampilles dessus, ici, des bolis qui nous donnent donc une date pour cette amphore, et cette amphore-ci, elle est datée autour de 172-175 avant Jésus-Christ. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, vous voyez encore quelques exemples. C'est cette belle stèle à la Délos, je dirais, une amphore gréco-italique que vous connaissez déjà, et une amphore rhodienne qu'on a aussi découvert là. Donc, ça déjà, c'est un très important point de repère. Et un deuxième point de repère, c'est la fouille que nous avons pu faire à la porte ouest de Potentia, où on a retrouvé le mur républicain autour de 175 avant Jésus-Christ, et une partie de la porte aussi. Alors dans les niveaux qui sont connectés au mur, donc les niveaux les plus anciennes, là on a retrouvé aussi des morceaux d'amphores gréco-italiques. Voilà. C'est les morceaux qu'on a retrouvés ici, et qui sont de type qu'on connaît déjà, donc de la belle amphore d'Ancône. Et vous voyez aussi qu'on a trouvé une anse d'amphore rhodienne. Malheureusement, on n'a pas l'estampille. Il ne faut pas tout avoir, mais c'est quand même une amphore rhodienne qu'on a retrouvée dans ces mêmes niveaux. Vous voyez donc qu'il y a quand même une relation entre tous ces sites qui sont de la même époque. Alors ici, vous voyez quelques exemples d'Athènes et de Corinthe et Carthage. Vous voyez donc des gréco-italiques adriatiques qui ont été découverts, entre autres donc à Corinthe, et on sait que Corinthe a été détruite en 146 avant Jésus-Christ. Ça veut dire qu'après, il n'y en a plus. On peut être donc certain qu'elles sont certainement de cette année-là ou un peu plus tôt. Et c'est comme ça que, en fait, la chronologie marche pour dater les objets, pour dater ces amphores. Alors, vous avez la même chose pour Carthage, et pour Athènes, vous comprenez donc que c'est capital d'avoir ces dates. Alors, on va en venir aux amphores de Rhodes. Alors, il faut bien regarder, il y a le nom là, éponyme. Éponyme, ça veut dire en fait, c'est un magistrat officiel, et chaque année il y a un autre à Rhodes. Chaque année il y a un autre qui est responsable. Dans ce cas-là, ce sont des prêtres du soleil de Vénus, comme on
et chaque année, il y a un autre. Ça veut dire que chaque nom représente une année. Et je vais vous montrer tout de suite la liste, hein, vous comprendrez mieux. Et puis, il y a le nom du fabricant qui se trouve sur l'autre estampille, timbre, sur l'autre anse de l'amphore. Il y a aussi le mois, bon ça c'est pas tellement important, et des symboles qui se trouvent sur ces estampilles. Alors, vous avez ici une carte de la Grèce et de l'Asie mineure, et tout ça c'est en fait des sites qui produisent des amphores à vin, et c'est surtout Cnide, que vous voyez ici, sur la côte turque, et Rhodes, tout près, l'île grecque, hein, là, qui nous intéresse et qui sont donc retrouvés ici. Vous voyez ici donc l'amphore complète, et puis les estampilles, les timbres qui se trouvent sur les deux côtés des anses. Alors ici il y a le nom du fabricant, Agoranax, et ici il y a le nom du magistrat annuel, hein, donc il représente une année, hein, Sostratos, avec le symbole Hélios qui se trouve juste à côté. Alors ça c'est une liste qui a été faite par deux grands savants, Virginia Grez et Gerald Finkelstein, qui se sont occupés de ces estampilles et qui les ont étudiées, et ils ont essayé de faire donc, dans une liste tous les noms de ces éponymes qui représentent un an. Et on en connaît 274. On sait qu'à partir de 305 avant Jésus-Christ jusqu'à environ 50 avant Jésus-Christ, qu'on a eu donc des timbres avec des noms d'éponymes dessus. Et là, on essaie de faire une classification par année. Et ici, c'est un peu petit, mais ici vous voyez donc une certaine période, à partir de 198 avant Jésus-Christ jusqu'à 146, donc la destruction de Carthage et Corinthe, on a essayé de mettre tous les noms an par an, ou année par année. Et comment on fait ça? On regarde dans les contextes archéologiques d'autres sites qui ont aussi été détruits, comme par exemple Carthage, mais bon, il y en a d'autres, et on commence à regarder s'il y a des éponymes qui manquent, ou s'il n'y en a pas qui manquent. Et alors on essaye de les classer le plus correctement que possible. Alors, par exemple, il y a une estampille que vous voyez ici, attendez, voilà, vous pouvez lire ici Philodamos. Et c'est exactement Philodamos que Edwige a trouvé dans ses fouilles. Oui. Et Philodamos, selon le système de Grez et Finkelstein, il date de 143 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire autour de la fondation de Potentia. C'est quand même très fort, ça. Hein? C'est très, très intéressant de faire cette relation. Et voilà, donc, les fragments d'amphore que Edwige a découverts, où vous pouvez lire donc, sur l'estampille Philodamos, l'éponyme, dont on sait qu'il était en fonction durant l'année 183, et le fabricant, c'est-à-dire Sotérichos, qui est probablement l'estampille de l'autre côté de l'amphore. Donc ce n'est pas deux amphores différentes, mais probablement la même amphore, puisque les morceaux ont été trouvés dans le même contexte. C'est quand même une belle trouvaille et très 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 important aussi bien sûr pour dater les niveaux précoces. Alors ici vous voyez que Sotérichos, on les retrouve un peu partout. C'est un exemple d'Alexandrie qu'on donne là, et c'est la même chose pour le nom de l'éponyme. Un autre exemple, bon, on ne va pas tous les passer, mais quelques exemples. Il y en a un de l'éponyme Agestratos, dont on sait qu'il était en fonction autour de 161 avant Jésus-Christ, et qui a donc aussi été trouvé dans un des contextes
de Potentia. Voilà, vous voyez ici, Agestratos, 161 avant Jésus-Christ. Il n'y a pas seulement les amphores rhodiennes, il y a aussi les amphores de Cnidos. Et les amphores de Cnidos, vous voyez, elles sont d'un tout autre type. Et c'est surtout les pieds avec l'anneau qui sont très typiques. Elles sont plus sveltes aussi. Eh bien, passons à l'exemple qui a été découvert dans les fouilles de Potentia. Donc, si vous avez le modèle qui a été découvert à Athènes, et le morceau, ou plusieurs morceaux, dont un a une estampille, avec le nom du fabricant, Athanokritos. C'est le même système comme les amphores rhodiennes. On les porte aussi de cette manière, on le connaît un peu moins bien, mais on sait que Athanokritos était actif entre 184 avant Jésus-Christ et 146 avant Jésus-Christ. Et voilà, vous voyez aussi une amphore cnidienne ici à Délos, le site de Délos qui a aussi donné les dates. On repasse à Ancône, etc. Et ici, je vous montre tout simplement un aperçu que Madame Marengo et M. Paci, qui est d'ailleurs parmi nous, a fait sur les estampilles, les timbres rhodiens qui ont été trouvés sur la côte adriatique à partir d'Aquilée, allant vers le sud de la côte adriatique. Et vous voyez qu'il y en a quand même pas mal qui ont été découverts à Ancône. Ça, c'est un peu petit, je sais, mais bon. Donc, un travail tout à fait important pour faire la comparaison. En effet, on a donc trouvé un peu partout. Par exemple, à Suasa. Suasa, c'est pas tellement loin d'ici. C'est la vallée de Cesano, vous connaissez tous. Donc, Sénégalia, et puis vous allez plus à l'intérieur. Et là, on a une estampille de Philostéphanos, un fabricant dont on sait qu'il était actif autour des années 110, 100 avant Jésus-Christ. On a aussi une estampille de Papaz ou Nikias, c'est difficile à dire parce que le nom n'est pas vraiment visible, qui a été découvert à Potentia. Bon, j'y suis presque. Mais je vais seulement encore vous présenter l'épave numéro 1 du Grand Congloué, près de Marseille. Et c'est donc l'épave suivante. Vous connaissez tous le commandant Cousteau, bien connu pour ses recherches subaquatiques. Et il est présent ici donc. Et au Grand Congloué, on a trouvé 2 épaves, l'une au-dessus de l'autre. Donc, disons que 100 ans plus tard, après la première épave, autour de l'année 100, il y a une deuxième qui a coulé et qui juste s'est installée sur l'autre. Et c'est la première épave qui nous a intéressés et vous allez voir immédiatement pourquoi. En effet, vous reconnaissez tout de suite l'amphore rhodienne, vous reconnaissez tout de suite l'amphore de Cnidos, vous reconnaissez tout de suite l'amphore gréco-italique. Là, je dois bien vous avertir un peu, celles-là, elles viennent de la côte tyrrhénienne, donc de l'autre côté, probablement de la Calabre ou de la Sicile, mais on faisait exactement les mêmes types à cette époque sur la côte tyrrhénienne et la côte adriatique, donc question de datation, ça en revient au même. Et ici, sur une de ces amphores, on a une estampille de l'éponyme Clétomachos. Et Clétomachos, lui, il était actif autour des années 190 avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez que tous ces sites sont de la même époque et confirment en fait cette datation précoce de ces niveaux de Potentia. Voilà, donc Clétomachos, il se trouve ici, voilà, c'est 193 avant Jésus-Christ pour être juste, c'est-à-dire donc un peu plus tôt que notre Philodamos de Potentia. Alors, une dernière chose que je veux encore vous montrer avant de passer la parole à Edwige Percossi. Dans notre projet, on a aussi fait des riconoscizioni, des prospections donc de plusieurs sites, vous avez vu, c'est comme ça qu'on a retrouvé des ateliers.
mais on a vu aussi sur ces sites qu'il y a des tout petits morceaux d'amphore rhodienne, malheureusement sans estampille, mais on peut voir à la pâte, à la couleur donc de la céramique et au type de danse qu'il s'agit bel et bien d'amphores rhodiennes, qui sont d'ailleurs régulièrement connectés à des tout petits morceaux d'amphores grecs et gréco-italiques, donc de la même époque, de ce IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors ici, vous avez le site Montarice Villa, Casa Malati, Montarice, Casa Cingolani, que vous pouvez voir ici aussi, donc, par exemple ici, mais aussi plus, c'était quoi à nouveau là par exemple, le site de Casa Cingolani qui se trouve ici. Donc vous voyez qu'autour de la ville de Potentia, les sites ruraux, les sites donc à la campagne, là aussi il y a des morceaux d'amphores rhodiennes, ce qui prouve que ces amphores étaient quand même importantes, qu'il y avait pas mal de vins grecs qu'on importait. Et ça c'est un peu bizarre dans ce sens qu'on fait son vin ici, on l'exporte aussi vers l'Orient ou le nord de l'Italie ou la Dalmatie, mais en même temps on en importe de la Grèce, probablement que c'est une mode, on veut un autre goût, on ne sait pas en fait quelle en est la raison, mais on constate donc qu'il y a un va-et-vient des deux côtés. Et là évidemment il y a à nouveau cette plaque tournante de Délos qui a joué un rôle très très important et dont vous avez certainement déjà entendu parler, je n'en doute pas. Voilà, jusqu'ici, en ce qui concerne les amphores romaines et grecques, et plus particulièrement, donc l'importance des timbres pour l'adaptation, et qui dit quand même quelque chose aussi sur l'importation et l'exportation des vins dans cette région. Je vous remercie pour votre attention, et Edwige va maintenant vous présenter les contextes dans lesquels les timbres ont été retrouvés. Elle va vous expliquer aussi l'importance de ces timbres. Merci de votre attention.